Donc oui, je voulais un peu parler un peu plus sur la turbulence dans la magnétogène et dans le vent solaire, ce qu'on a fait avec Catherine. Et donc, je reprends du slide qui était ce matin pour la grande public, mais avec l'image de l'article de revue de Catherine et Gérard, dans laquelle on voit que les ondes, donc je me permets de montrer Brazil plot, donc c'est la dépendance d'une température des protons en fonction de bêta du plasma parallèle. Et donc on voit sur ce diagramme que les signatures des ondes d'Alven ion cyclotron, ils se trouvent pour les bêta plus petites que 1, bêta parallèle, tandis que les ondes miroirs à partir de bêta plus grand que 1. Et donc, avec ces mesures de S2, on avait cette vue de plasma marginalement stable dans le magnétogène et qui constitue des fluctuations c'est surtout les ondes quasi-linéaires qui apparaissent là sur ce diagramme. Et donc, avec le lancement du cluster et avec ce qu'on a fait ensemble, finalement, avec Catherine, quand je suis arrivée en thèse, on a commencé par un événement 31 mars 2001, et ben, on est resté pendant toute ma thèse parce qu'il y en avait des choses à comprendre. Et donc là, c'est le composant normal au choc dans le vent solaire qui ne fluctue pas beaucoup, si on ne fait pas le vue dessus. Et puis, ça, c'est une onde monochromatique, Alven ion cyclotron, juste en aval du choc. Et après, bon, il y a des fluctuations. Mais si on fait l'analyse en wavelet de ces signaux temporels, donc on voit les fluctuations basse énergie dans le vent solaire, et puis le traversée de choc. Et tout de suite après le traversée de choc, je ne montre pas ici, mais elle a une très forte température. Donc, on a les générations d'ondes d'Alven ion cyclotron. Cas très classique, qui se promène très bien le long du champ magnétique. Et avec quatre clusters, on a pu déterminer la fréquence à l'intérieur du plasma et le nombre d'ondes. Et en fait, ça se trouve qu'il y en avait deux ondes Alven ion cyclotron, une qui est liée au proton et particules alpha. Et donc, les deux, par WAMP, étaient bien identifiés par Catherine. Donc, ça, c'est ces résultats de WAMP qui sont dans l'article 2004. Mais ce qui n'était pas prévu par le WAMP, c'est ce qui se passe après. Après cette ligne verticale d'Asht, on voit des événements localisés sur lesquels, justement, on a passé plusieurs années à comprendre qu'est-ce que c'est. Et donc, c'est des filaments des courants qui... j'ai mentionné ce matin qu'on a interprété en France comme des vortex d'Alven. Et donc là, je montre un peu des données, pas juste le tube orange, mais donc lors de traversée de ces fluctuations liées au vortex, on a les signatures cohérentes sur les 4 satellites, mais tous les ensemble, il fallait les décaler dans le temps, et ces décalages temporels sont consistants avec ces tubes localisés. Donc, si c'était une onde plane, par exemple, le C3 et C4, elle avait un décalage zéro entre les deux, tandis qu'ici, le décalage est bien fini entre les deux satellites. Et puis ça, c'est les signatures de spectre lors du passage de ces structures, à travers de ces structures. On voit un spectre tout à fait plat, juste dans les basses fréquences, après une genou, et puis le spectre plus ou moins classique qu'on observe dans le vent solaire aussi. Donc, en étudiant le modèle de vortex d'Alven qui nous expliquait bien ces fluctuations alvéniques, dans laquelle le champ magnétique fluctue avec la vitesse en phase avec le coefficient non égal à 1 d'ailleurs. Donc, en étudiant ce modèle, si on passe un satellite à travers un tel vortex, et puis on fait l'analyse en Fourier, on voit apparaître ce genou juste au rayon de vortex. Et puis le spectre très raide après. Pour les monopoles, c'est -4, pour les dipôles, c'est -6. Et justement, du coup, c'est cette compréhension de ce qu'on voit dans le magnétogène, et puis avec ce modèle de vortex, on a pu
après expliquer le spectre d'un vent solaire en -4, dans lequel, pendant cet intervalle, on a bien observé ces vortex d'ARN. Et justement le genou, le break clair, qui n'est pas toujours d'ailleurs observé dans le vent solaire. Et puis, je passe maintenant aux turbulences. C'est une propriété qui diffère le turbulence fluide neutre et de la turbulence dans le plasma spatial. Donc, dans le plasma, on a le champ magnétique. Le champ magnétique introduit une direction privilégiée et donc on a une anisotropie. Et en fait, on a une anisotropie dans les deux sens, amplitude et vecteur d'onde. Donc, déjà, sur cette image que j'ai déjà montrée ce matin, mais je n'ai pas commenté, on a le spectre des fluctuations perpendiculaires avec les amplitudes perpendiculaires qui dominent les fluctuations compressibles. Donc déjà, c'est une anisotropie d'amplitude. Et puis, on a une anisotropie de vecteur d'onde. Et là, j'aime beaucoup ce sketch de Tim Harbury qui nous présentait ça, je pense, pendant une des conférences. Et si on a les fluctuations qui suivent en loi de puissance, ici, ces fluctuations, ils ont des vecteurs d'onde plutôt parallèles au champ magnétique, comme dans ce modèle de turbulence dite slab. La dépendance entre la puissance de fluctuation et l'angle entre le champ magnétique et la vitesse va descendre quand l'angle augmente. Ici, c'est des fluctuations plutôt bidimensionnelles avec les cas perpendiculaires au champ magnétique. Cette puissance va monter avec l'angle. Et justement, cette idée était utilisée dans les articles d'André et Catherine 2006. Et c'est ce qu'on a repris aussi par la suite dans l'article 2008, dans lequel on a analysé plusieurs intervalles dans la magnétogène, en commençant par les échelles assez grandes échelles, MHD, et les échelles ioniques et un peu subioniques. Et donc ici, le spectre continu, c'est pour les très grands angles, ça veut dire pour cette configuration ici. Et le spectre en pointillé, c'est pour les petits angles. Et on voit qu'en effet, l'énergie des grands angles domine des petits angles. Et on a cette augmentation à différentes fréquences. Donc, ça montre bien cette dépendance de l'énergie en fonction de l'angle. Le fait que ça augmente, ça veut dire qu'on a plutôt la turbulence bidimensionnelle. Les vecteurs d'onde sont plutôt orientés plus particulièrement au champ magnétique. Et donc, c'est très intéressant de voir que pour les fluctuations aliniques, delta BPH, ça s'est observé jusqu'aux des hautes fréquences vers les échelles uniques. Après, ça devient plus ou moins isotrope, donc il y en a plus de dépendance. Tandis que pour les fluctuations compressibles, on a cette dépendance qui continue des petites échelles vers les grandes échelles, des cas perpendiculaires. Et je pense que Lorenzo va parler un peu plus en détail des articles que Catherine a fait plus tard dans le vent solaire sur les mêmes idées d'anisotropie. Et puis, le vent solaire, voilà. Nos études dans le vent solaire, quand on a commencé ces études, qu'est-ce qui était connu déjà? Donc, on avait cet article de Limon qui était cité partout, dans toutes les conférences, qui montrait cette cosmogramme à basse fréquence, break aux échelles uniques, et puis -4, spectre très raide aux petites échelles. Aux échelles d'ailleurs très proches des échelles uniques, on n'est pas très. Comme on arrive au niveau du bruit de magnétomètre, on ne peut pas trop résoudre ici, c'est même pas une décade, c'est quelque juste autour de l'échelle unique en petit spectre. Et puis, on voit bien que c'est différent du cadre hydrodynamique, où il y a cette spectre loi de puissance qui est le même, mais après, ici, la diffusion dissipative, c'est roulement exponentiel, tandis que là, c'est une loi de puissance. Et il n'y en avait qu'un seul exemple dans la littérature de spectre à très haute fréquence de Helios, Search Coil de Helios, qui montrait le spectre -2.8. Et donc, il y en avait ce débat dans la littérature, est-ce que c'est la domaine dissipative ou c'est une autre cascade? Et ce qu'on a donc pu faire, c'est de combiner le spectre de magnétomètre avec le Search Coil sur cluster. Ah oui, ça j'ai déjà expliqué que ce n'était pas évident avec cluster à lire dans le vent solaire, avec le fourchon.
mais c'est quand même l'instrument le plus sensible à ce jour pour faire ce genre d'études. Et donc, le fait qu'on peut mesurer que pour les angles obliques, ça veut dire qu'on peut résoudre que la turbulence perpendiculaire. On ne peut pas vraiment étudier la turbulence avec les vecteurs d'onde parallèles, parce que dans le cas de B parallèle à V, on touche le choc, donc on est dans le faux choc. Donc, pour être dans le maçonnerie libre, on peut résoudre que au cas perpendiculaire. Et donc, du coup, voilà, on peut passer des fréquences observées vers des cas perpendiculaires. Et voici les spectres qu'on a pu trouver dans le vent solaire. En superposant les spectres dans le domaine cinétique, entre les échelles ioniques et électroniques, on voit le comportement général. Et puis, cette coefficient de superposition, elle a l'air dépendre du champ magnétique et du rayon de gyration. Donc, c'est la première indication que le rayon de gyration fait quelque chose pour la dissipation, parce qu'à partir des études à l'hydro, on sait que le niveau de la turbulence il est anticorrélé avec l'échelle de dissipation. Et puis, un autre test indépendant de cette échelle de dissipation, c'est la normalisation par une Universal Common Function Normalization, qui doit normalement collapser tous les spectres. Si on normalise nos spectres observés par une échelle dissipative et par un coefficient de viscosité. L'échelle dissipative, on ne connaît pas a priori, on met différents candidats et on trouve que la rayon de gyration des électrons normalise le mieux nos spectres pour les collapser ensemble. Donc, c'est une deuxième indication indépendante que la rayon de gyration peut jouer le rôle d'échelle dissipative. Et puis, avec l'étude avec la base de données que Catherine a fabriquée justement pendant le congé maternité, on a pu comparer ces spectres avec le modèle de domaine dissipatif dans le fluide ou échelle dissipative dans cette. C'est une coefficient exponentielle. Et justement, pour centaines de spectres, on trouve que cette échelle dissipative, elle corrèle très bien avec rayon de gyration. Et il donne la corrélation beaucoup moins importante avec longueur inertielle des électrons. Donc, c'est trois vérifications indépendantes qui nous ont amené aux mêmes conclusions que l'échelle dissipative dans le plasma sans collision, c'est la gyration des électrons. Et donc, c'est un des résultats majeurs qu'on a obtenu avec Catherine. Et puis, je pense que Laurence va parler plus sur ces articles de 2017 et 2020, dans laquelle Catherine montre que toute cette gamme des échelles est peuplée par les fluctuations à cas perpendiculaires dans le vent solaire. Et puis, ces études, ils ont ouvert la question, mais qu'est-ce qui se passe ailleurs qu'à une unité astronomique dans l'héliosphère? Et on était donc, en préparant l'émission Parker Solar Probe sur l'orbiteur, on a regardé les données Helios et on a aperçu que si on traite les données de différentes manières que les auteurs des articles des années 80, donc à l'époque, l'équipe de Fritz Neubauer, qui était PI de Sushkov, ils ont juste intégré tous les spectres, ils ont fait la moyenne, et dans la moyenne, on perd cette sensibilité aux rayons de gyration qui est très locale. Du coup, on ne voit pas du tout cette courbure exponentielle si on moyenne tous les spectres. Mais si on prend un spectre individuel, un parent de 8 secondes d'intégration, on voit avec une étude statistique que chaque spectre est vraiment sensible aux rayons de gyration des électrons. Et donc là, c'est juste une des images de cet article conclusif qui montre que voilà, c'est les données de Helios comparées avec le modèle, trouvées avec Cluster, mais confirmées avec Helios. Et là, c'était les prédictions pour Parker Solar Probe qui d'ailleurs ont commencé à vérifier avec une étudiante de master qui montre les premiers spectres exponentiels avec Parker Solar Probe. Donc, on pense que donc, sur différentes distances du Soleil, à unité astronomique, à 0,3 unité astronomique et à 0,09 unité astronomique, on voit ces spectres plus ou moins de forme générale
qui sont tous sensibles aux rayons de génération des électrons. Donc, on pense qu'on est quand même avec une forme plus ou moins générale et l'échelle importante pour la dissipation chez ces rayons de génération des électrons. Et juste pour conclure, peut-être la discussion l'étape suivante, c'est à comprendre, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce spectre? C'est quoi la vision de la turbulence dans le vent solaire? Donc, widely accepted picture, c'est que inertial range, les grandes échelles, c'est les ondes d'Alven qui sont dans l'état de balance critique. Ça veut dire les temps linéaires sont de l'ordre de temps non linéaire. Et puis, sur la transition ionique, les ondes d'Alven se convertent à kinetic Alven waves. Et puis, aux échelles sable ioniques, c'est la balance critique des ondes kinétiques alvéniques. Et puis, aux dissipations, c'est la dissipation lambda des ondes alvéniques. Mais cette vision est basée sur l'image, sur les propriétés moyennes de vent solaire, comme par exemple les pentes spectraux. Donc, si on mesure les pentes des cas parallèles et cas paires, on voit que en effet, cas pair suit -1/3, cas parallèle -2, et ça c'est compatible avec la balance critique. D'où la conclusion de balance critique. Et puis, les relations de dispersion des ondes sont plus ou moins compatibles avec les mesures, mais ces mesures sont aussi compatibles avec les structures convectées avec les fréquences zéro. Et la compressibilité, beaucoup utilisée dans la littérature, et d'ailleurs, je pense que Laurence va parler de ça justement, que cette compressibilité, il y a un accord en effet avec Kinetic Alven Waves. Mais c'est les propriétés statistiques moyennes d'un intervalle entier. Et qu'est-ce qui fait intermittence dans tout ça, qui est propriété universelle de tous les fluides turbulents. Donc ça, c'est la question encore qu'on est en train de creuser, mais là, je pense que je n'ai pas le temps de rentrer dans l'idée. Merci beaucoup pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Il y a un petit truc qui me dérange là dans le dessin du bas, c'est que enfin, les deux à droite, c'est basé sur des théories linéaires. Donc, exact. Je n'ai pas la moindre. Est-ce que ça s'applique Au phénomène non linéaire comme la turbulence. C'est une très. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est pour ça que j'ai envie d'un peu dénoncer, je ne sais pas si je peux utiliser ce mot, mais justement, c'est un peu bizarre d'avoir l'approche quasi-linéaire à la turbulence. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est important l'étude locale. Les propriétés générales comme ça, moyennes, ce n'est pas suffisant pour conclure de la nature de la turbulence. À ton avis. Oui. C'est juste par rapport à la dissipation et dans les électrons. En fait, si l'effet est vraiment essentiellement dissipé des flux électroniques, on va observer quand même un chauffage avec des effets sur le profil de température électronique, par exemple. Parce que c'est étudié, parce qu'il y a beaucoup de choses sur les ions, évidemment, on observe. On croit observer, on fait une discussion sur le chauffage des ions par la turbulence, mais les électrons, à notre connaissance, beaucoup moins. C'est vrai que peut-être les seuls articles que je connais, ils ont lié aux observations de Whistler. Là, il y a des discussions sur l'interaction entre particules avec les électrons. Mais par la turbulence, je ne connais pas forcément de bonne littérature dessus. Si quelqu'un connaît, j'ai dit. Est-ce qu'il y a des études qui essaient d'estimer le chauffage des électrons par la turbulence? Est-ce que les fonctions de distribution... Les travaux de Paidi, je ne comprends pas encore très bien, du groupe de Matthews et compagnie,
Pressure quand on parle de strain, chauffage, etc. Enfin pressure strain, ouais, c'est ça. pressure strain. Du coup, il calcule le Bah, pressure strain pour les ils ont montré électrons. qu'en fait, montrer que la température augmente, machin, ce n'est pas une justification de chauffage, qu'il faut absolument calculer les pressure strain. C'est le fameux PID, ça me dépasse un petit peu. Après, maintenant, ça me revient, il y a quand même des études de course de courant dans le vent solaire. Carl Schitz, statistique de Carl Schitz dans le vent solaire, aux échelles électroniques avec un petit boss de température électronique dedans. Mais Et les gens... les bosses de température, ce n'est pas une justification. Voilà, et comme déjà dit, ce n'est pas le justificatif de... Mais après, bon, il y a des conclusions fortes qui disent que c'est le preuve de chauffage par les structures cohérentes. Il y a eu de très bonnes présentations dans Shine, le meeting Shine de l'année dernière, sur justement séparer bien les choses de manière. Tu as. Je ne sais plus très bien, mais. Tout ce qui est estimer ce qui passe dans le chauffage des ions, le chauffage des électrons, machin, etc. C'est vraiment à travers ces histoires de PID. C'est très théorique. PID, c'est pressure strain. Pressure strain. Il faudrait regarder les références. Pour répondre, le problème est que on n'arrive pas à mesurer les fonctions de distribution des électrons sur une échelle temporelle qui est celle des ondes ou des structures qui sont censées les chauffer. Donc, on ne peut pas savoir on ne peut pas tester directement l'échange d'énergie, tandis qu'aux échelles ioniques, on commence à les faire avec des corrélations entre des variations et les... Mais oui, mais sinon, il y a je veux dire sur le profil aussi de température, parce que tu peux te dire sur le profil vraiment à grande échelle, si tu as un échange d'énergie nette, tu devrais avoir un profil d'énergie, par exemple, de température qui est différent de celui de... Enfin, tu vois, mais Daniel, il vient de dire qu'il n'y a pas besoin d'un chauffage extérieur pour les électrons, que le flux de chaleur alors, du coup, on a besoin d'un débat entre Daniel et Olivia sur le pourquoi de... Non, je veux dire, s'il y a une dissipation de la turbulence et effectivement liée aux électrons, on doit avoir un terme de chaleur dans l'énergie des électrons. Je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que, disons, ce que j'ai présenté est dans l'application lisses qui ne permettent pas de déterminer le total de la fonction de distribution des électrons. Pour attaquer ça, il faut ajouter une contribution d'interaction électrons-ondes qui sont à l'origine du halo de la fonction de distribution. Alors, il y a peut-être une échappatoire à ça, c'est-à-dire que, en fait, dans l'anticipation, ce n'est pas tellement la gaussienne qui est concernée, mais c'est des moments d'ordre un peu plus élevé de la distribution des vitesses. Par exemple, dans ce qu'on appelle la cascade d'entropie, on montre que la fonction de distribution dans la turbulence, lorsqu'il y a un champ magnétique très fort, on peut la décomposer en polynôme d'Hermite, et puis tu as une cascade entre les polynômes d'Hermite. Tu pourrais imaginer qu'en fait, en première approximation, tu as une fonction de distribution qui est quasiment insensible au chauffage. Par contre, tu as des perturbations par rapport à ça qui contiennent tout ce qui est dissipé par la turbulence. C'est une idée qui est... Non, mais du coup, en tout cas, c'est juste pour dire qu'il doit y avoir... En tout cas, il doit y avoir des choses qui sont probablement des signatures de ça qui peuvent exister dans l'évolution à grande échelle. Ça peut être intéressant de les chercher. Le fait que si la dissipation est effectivement à
au rayon cyclotron des électrons, il y a le chauffage est probablement pas immédiat. Ça va pas chauffer le cœur de la fonction de distribution, je pense. Ça va certainement la déformer, quelque chose comme ça. Ah. Est-ce que c'est effet cumulatif qu'on va peut-être voir à certaines distances du Soleil, mais pas tout de suite? Non, c'est pas ça. Merci pour cette discussion. On va passer aux dernières présentations, c'est Lorenzo.